La Cour de cassation a accordé la liberté provisoire à Vital Kamerhe ce lundi 6 décembre. Il a été condamné le 20 juin 2020 à 20 ans de prison par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour détournement des deniers publics dans l'affaire 100 jours. Enquête Congo Hold Up, le bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais dénonce une manœuvre des Occidentaux pour récupérer les monopoles des minerais en RDC. Le bureau de coordination demande à la population de ne pas faire confiance à ces enquêtes qui visent à saper les efforts de consolidation de la paix en République démocratique du Congo. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. À la une de l'actualité, la Cour de cassation a accordé la liberté provisoire à Vital Kamerhe ce lundi 6 décembre, condamné le 20 juin 2020 à 20 ans de travaux forcés par le tribunal de grande instance de la Gombe dans une affaire de détournement des deniers publics. Vital Kamerhe a vu sa peine être réduite en appel à 13 ans des travaux forcés en juin 2021. Mais il faut le dire, ce dernier ne vivait plus en prison peu après sa condamnation officiellement pour raison de santé. Dans également escalade verbale à l'Assemblée nationale, les députés nationaux dits révolutionnaires de l'Union sacrée demandent au député national Deli Sesanga de présenter ses excuses au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, pour ses propos irrespectueux. Plus de détails. Et puis le Sénat a adopté la proposition de loi portant protection et promotion de la personne vivant avec handicap. Le vote est intervenu ce lundi au cours de la plénière présidée par Modeste Bahati-Lukwebo. Regardez. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 92 membres ont pris part au vote. 92 membres ont voté par oui. Aucun membre n'a voté non. Aucun membre n'a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote le texte unique de la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Les sénateurs ont pris cette décision après l'audition du rapport de la commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale. 22 articles ont été concernés par les divergences entre les deux chambres du Parlement. Les commissions socio-culturelles de deux chambres ont réussi à aplanir ces divergences afin de doter le pays d'une loi organique portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap. Modeste Bahati-Lukwebo a par ailleurs annoncé officiellement l'organisation du congrès le lundi 13 décembre prochain à la demande du président de la République. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a par la suite sensibilisé les sénateurs sur les nouvelles mesures du gouvernement afin de lutter contre la 4e vague de Covid-19 jugée dangereuse. Restons à la Chambre haute du Parlement. Par une motion d'information devant les sénateurs, Augustin Matata Ponyo réclame ses libertés des mouvements et demande à ce que ses immunités lui soient restituées. Matata Ponyo fustige la léthargie avec laquelle son dossier de recouvrement des immunités est traité au niveau du Sénat. Qui en veut aux libertés des mouvements d'Augustin Matata Ponyo? Une question qui mérite d'être posée. Les sénateurs veulent recouvrer ces libertés des mouvements. Il a fait savoir en tout cas devant ses collègues sénateurs. Par une motion d'information, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo relève que dans son arrêt sous la compétence dans l'affaire Bukanga-Lonzo, la Cour constitutionnelle a formellement rendu impossible l'hypothèse que la Cour de cassation ou toute autre juridiction de l'ordre judiciaire, civil ou militaire ne puisse examiner cette question. En principe, dès le 15 juin, date à laquelle ce vote a été exprimé par la majorité des sénateurs, mes immunités devaient être retournées. Ma liberté des mouvements, conformément à la Constitution et au règlement intérieur de la Chambre à laquelle j'appartiens, devait être retournée.
Rien n'a été fait et ceci en contradiction de la Constitution et des règles du pays. Pour sa part, le professeur de droit constitutionnel, Évariste Bochab, est allé dans le même sens. Pour lui, la compétence étant d'attribution. La Cour constitutionnelle n'a pas voulu mettre à l'abri de l'incompétence absolue. Aucune juridiction de l'ordre judiciaire ne peut connaître le dossier Bukanga Lonzo, d'autant plus que la Cour s'est déclarée incompétente. Or, la Cour de cassation en fait partie. Ici de l'application de l'article 168 de la Constitution. Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Un arrêt a été rendu, lui restituant toute sa liberté. Et aujourd'hui, il ne comprend pas pourquoi le procureur peut ériger une barrière en ce qui concerne sa liberté de mouvement. Devant ces arguments musclés, le président du Sénat, Bahati Lukwebo, dit attendre être notifié par la Cour constitutionnelle. Pourtant, les documents attestent évidemment que le Sénat est déjà saisi. Pourquoi toucher à la liberté des mouvements d'Augustin Matata Ponyo sans une base légale? Quelle est la motivation? Pourquoi s'opposer à l'exécution d'une décision de justice, à un arrêt de la Cour constitutionnelle? Pourquoi le procureur général près la Cour constitutionnelle fournit beaucoup d'efforts pour atteindre manifestement à la liberté des mouvements qui n'est justiciable pénalement devant aucune juridiction nationale pour des faits commis dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions? Pourquoi aujourd'hui, face à l'évidence de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, pourquoi ne pas avoir l'humilité de s'incliner? Et justement, en rapport avec l'affaire Matata, cette manœuvre qualifiée d'injuste par le sénateur Bochab a poussé ce dernier à manifester son mécontentement. Oui, collègue Bochab. Moi aussi, je voudrais intervenir. Qui d'autre? Bon, Président, merci pour la parole. Il ne s'agit pas ici de s'inscrire en porte-à-faux eu égard à l'article 151 de la Constitution. Les collègues Matata posent le problème de la protection des droits fondamentaux des sénateurs. Il s'agit ici de l'application de l'article 168 de la Constitution. Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Un arrêt a été rendu, lui restituant toute sa liberté. Et aujourd'hui, il ne comprend pas pourquoi le procureur peut ériger une barrière en ce qui concerne sa liberté de mouvement. C'est cette question de la protection des droits fondamentaux des sénateurs que pose le collègue Matata. Et donc, si nous débattons de cette décision, nous ne contredisons en rien l'arrêt de la Cour, qui par ailleurs lui a restitué toute sa liberté. Si, mais dans tous les cas, je voulais d'abord dire au président que la Cour de cassation s'étant d'abord déclarée préalablement incompétente, le principe qu'il a évoqué est simple. Non bis in idem. On ne peut pas revenir deux fois sur le même dossier, étant donné que cette juridiction s'était déjà déclarée même incompétente pour les poursuites. Ici, les collègues posent un deuxième problème. À partir du moment où les immunités ont été levées, et on conclut au non-lieu, il n'y a rien, pas de poursuite. Y a-t-il une autre procédure pour qu'il puisse récupérer ses immunités? J'ai dit non. La récupération de ces immunités est automatique. À partir du moment où l'arrêt a été rendu, le collègue Matata est libre, il peut aller se faire soigner où il veut. Tout ce qu'il veut ici, c'est le soutien, comme vous l'avez dit au noir président, le soutien de cette Chambre. Et nous devons nous opposer qu'on puisse l'empêcher de sortir pour ses soins. Il doit pouvoir bénéficier de la liberté de mouvement parce que l'arrêt de la Cour lui a rendu toute sa liberté. J'ai dit au noir président. Autre chose à présent, les relations entre la RDC et le Japon sont au beau fixe. Au nom du gouvernement, le ministre d'État en charge du plan Christian Mondo Simba a réceptionné ce lundi 3158 tonnes de riz. Ce don alimentaire du Japon s'inscrit dans le cadre de la coopération économique japonaise qui vise à promouvoir le développement économique et social de la RDC. La coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Japon demeure au beau fixe. Au nom du gouvernement, le ministre d'État en charge du plan Christian Mondo Simba Kabulo a réceptionné lundi 6 décembre 2021 3158 tonnes de riz.
Ce don alimentaire du Japon s'inscrit dans le cadre de la coopération économique japonaise qui vise à promouvoir le développement économique et social de la RDC, a précisé Minanim Hiro, ambassadeur du Japon en RDC. Dans son mot de circonstance, Christian Mwando-Nsimba, ministre d'État, ministre du Plan, a remercié le pays du soleil levant pour ses énièmes dons et a promis son bon usage. Viter. Les établissements Nilou, situés à Kimbondo, dans la commune de Mungefula, fait partie des 4 distributeurs des séries dans la ville de Kinshasa. La présence du ministre d'État en charge du plan dans cette zone périphérique de la capitale est de faire profiter cette denrée alimentaire à toutes les couches de la population, a dit le directeur du fonds de contrepartie, tout en précisant les conditions des ventes. La pandémie à Covid-19, avec ses effets néfastes sur le commerce international, a fait que le coût de la tonne métrique du riz est passé de $413 la tonne pour le KR 2019 à $539 la tonne pour le KR 2020, soit une augmentation de 30,42% du prix sur le marché mondial. Vous comprendrez, monsieur l'ambassadeur, que ce don aidera un tant soit peu à éviter la flambée des prix sur le marché local. Accompagnés de l'ambassadeur du Japon en RDC, ont visité l'entrepôt où 100 000 sacs de riz sont entreposés. Pour rappel, l'argent de la vente des séries va constituer les fonds de contrepartie pour financer les projets sociaux de base en République démocratique du Congo. Je l'annonçais au sommaire, enquête Congo Hold Up, le bureau de coordination et des suivis du programme sino-congolais a au cours d'un point de presse dénoncé une manœuvre des Occidentaux pour récupérer le monopole de minerais en RDC. Le bureau de coordination demande à la population de ne pas faire confiance à ces enquêtes qui visent à saper les efforts de la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Cité parmi les personnalités qui seraient impliquées dans les faits de corruption et blanchiment des capitaux dans les projets de coopération sino-congolaise par les consortiums des 19 journalistes et 5 ONG, les bureaux de coordination et de suivi du programme sino-congolais, dont Moïse Kanga est coordonnateur, monte au créneau pour dénoncer la manigance des Occidentaux qui cherchent à salir le partenariat sino-congolais afin de revenir en force. Jamais un service public n'a fait l'objet d'attaques et de critiques amères comme le bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais. Jamais un projet minier n'a reçu des flèches empoisonnées, comme la sino-congolaise des mines, Sicomine SA, que des prétendues enquêtes aux procédures et conclusions biaisées. Face à ces accusations, le bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais pourra-t-il porter plainte? Moïse Kanga est pasteur. Sincèrement, ce n'est pas l'option sur la table. Nous pensons que ceux qui le disent, soit ils le disent par mauvaise foi, soit qu'ils le disent par ignorance. Les bureaux de coordination et de suivi du programme sino-congolais estiment que les puissances occidentales ayant exploité en solo les ressources naturelles de la République démocratique du Congo cherchent de voies et moyens. Comment revenir sur les sols congolais en utilisant ces enquêtes pour saper les efforts de paix consenti par le président honoraire Joseph Kabila Kabange et le nouveau président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne vise que le bonheur du peuple congolais. Rendons-nous en province. Le gouverneur du Haut-Ouélé, Bassian Nanga, a lancé ce lundi à Isiro la conférence de chefs coutumiers et des administrateurs de territoire. Cette rencontre devra déboucher sur des recommandations susceptibles de booster le développement harmonieux de cette province. Devant ministres, commissaires provinciaux, comités de sécurité, conseillers, administrateurs de territoire et leurs assistants, chefs de secteur et chefs venus de 4 coins de son entité, le gouverneur du Haut-Ouélé, Christophe Bassénénonga, décline sa vision de la territoriale de développement. Je rends les hommages les plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, garant de la paix et de la sécurité sociale sans laquelle cette activité n'aurait pas eu lieu. Ce moment d'échange vous est donc propice
pour vous permettre de réfléchir davantage sur les compétences et les attributions de chacun, ainsi que sur certains défis auxquels se bute encore à ce jour notre population. Un message capté 5 sur 5 par le participant, à l'image de l'administrateur du territoire de Faradje. Franchement, c'est une très grande joie. Même sentiment pour le numéro 1 de l'association de chefs coutumiers. Nous saluons de tout cœur cette initiative de l'autorité provinciale qui vise justement l'excellence dans l'exercice et dans la gestion de l'appareil de l'État. Durant ces 3 jours de la conférence, ces gestionnaires seront briefés notamment sur les missions, les compétences et les attributions des entités territoriales décentralisées et déconcentrées, la gestion de la rétrocession et des redevances minières, la problématique de la gestion des terres, l'élaboration et la consolidation des budgets, l'état des lieux des infrastructures routières et la problématique de la gestion des conflits coutumiers. Une fois consolidées, ces différentes préoccupations vont constituer une boussole pour le gouvernant préoccupé par la promotion du développement à la base, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. D'une province à une autre, le gouverneur du Haut-Lomami, Kabamba Ilunga, a visité les différents chantiers en cours d'exécution dans cette partie du pays. C'est le cas des puits à pompe immergée construits au marché central de Kamina et au stade Joseph Kabila. Ceci pour faciliter à la population l'accès à l'eau potable, l'un des piliers du programme du gouvernement provincial. Petit à petit, la problématique de la souffrance en eau potable trouve solution dans la ville de Kamina sous initiative de l'autorité provinciale du Haut-Lomami, Kabamba Ilunga Batame Anani. Après l'inauguration du puits à forage solaire dans l'enceinte du gouvernorat de province, l'heure est à la surveillance d'autres puits qui sont en cours de forage et construction dans différents quartiers. Ce jeudi 2 décembre, Kabamba Batame a visité d'abord le puits construit au marché central qui est déjà fini et qui n'attend qu'à son inauguration à la grande satisfaction de la population qui remercie l'autorité pour cette initiative combien importante. Dès là, l'autorité provinciale a pris la direction du stade moderne où un autre puits est en cours de forage avant de finir sa visite par le marché 82 où une autre œuvre est en évolution. Ces initiatives sont pour Obatame et toute la population une solution pendant longtemps recherchée et qui demande la gestion responsable pour la garantie de ce bien. La vision est de poursuivre avec cette même initiative dans d'autres territoires, a dit le gouverneur lors de cette visite. Ce que vous voyez, ce sont des essais que nous venons de lancer dans la grande ville de Kamina. Donc ici, on voit que c'est concluant, ça ne nous empêchera pas aussi d'étendre la même expérience dans tous les chefs-lieux du territoire. Et ce qui est rassurant est qu'il pleuve ou qu'il neige, ces travaux qui se réalisent vont aboutir à livrer de l'eau, que ce soit au stade moderne, que ce soit pour le marché, parce que vous voyez, nous suivons les endroits où il y a des grandes agglomérations. Et puis les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS ont organisé une journée patriotique sur le boulevard Lumumba samedi dernier pour soutenir les institutions de la République face aux enjeux électoraux de 2023. Au cours de cette journée baptisée patriotique, les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, représentant le symbole de constance et de confiance au combat de ce parti politique, ont exprimé leur soutien aux institutions du pays. C'était aussi une occasion pour elles de saluer les efforts du président de la République, Félix Tshisekedi, notamment dans la diplomatie et dans l'installation du nouveau bureau de la CENI. Nous pensons que trop c'est trop, nous devons lever nos têtes pour que ce Congo devienne un Congo radieux, un Congo qui fait bénéficier à ses enfants à travers les potentialités de bien-être. La matinée d'aujourd'hui, c'est une démonstration par rapport à l'engagement des forces politiques et sociales alliées à l'IDPS qui ont toujours combattu à côté de l'IDPS depuis avant l'accession au pouvoir de Fathi Béton. Et aujourd'hui, c'est reviver cette harmonie avec l'IDPS pour le soutien du chef de l'État. Créé en 2018 comme regroupement politique, le FPAU, Force politique, sociale et alliée à l'UDPS, compte en son sein 65 partis politiques,
22 mouvements associatifs et 23 personnalités politiques. Avant de clôturer la journée, elles ont salué la mémoire du patriarche Yezu Kitenge, qui fut un pilier important du RASOP et parrain de cette plateforme. Et puis la journée internationale de l'arbre est célébrée chaque 5 décembre et en RDC, une cérémonie a été organisée dimanche au parc de l'Antélé en présence du vice-premier ministre en charge de l'environnement et du développement durable Eve Bazaïba et du directeur général du Fonds forestier Honoré Mulumba Kalala, dont la mission est de financer le reboisement au pays. Placé sous le thème « Maintenir l'équilibre climatique par la plantation d'arbres est une affaire de tous », la journée nationale de l'arbre a été célébrée avec promptitude au parc de l'Ancélé, où plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence, notamment le vice-premier ministre et ministre de l'Environnement F. Bazaïba, du directeur général du Fonds forestier national Honoré Mulumba Kalala, parrain de l'événement, mais aussi de partenaires tant nationaux qu'internationaux dont l'objectif faire valoir l'importance de l'arbre dans la vie des êtres vivants. Les intervenants ont manifesté tous la volonté de planter des arbres. Pour couronner le tout, des plants ont été plantés, une occasion pour Honoré Mulumba Kalala de manifester sa détermination à ce qui concerne ses missions. Il en a profité de l'occasion pour lancer un appel à toute la population de planter des arbres. Nous sommes parmi ceux-là qui avons abondamment financé, si vous voulez, cette opération de reboisement qui, je pense, commencera ici jusqu'à Likasi dans le Haut-Katanga. Il était donc de notre devoir d'être présent avec tous les agents pour, n'est-ce pas, accompagner le vice-premier ministre de l'Environnement et du Développement durable en ces lieux pour que, comme j'aime le dire d'habitude, le programme du chef de l'État de 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 devienne une réalité. Je demande donc à toute la population de la RDC de planter, où qu'il soit, des arbres pour accompagner, n'est-ce pas, ce grand programme du chef de l'État. Calme mais bosseur, il a suffi seulement de son leadership pour que le Fonds forestier national puisse maximiser, voire doubler ses assignations en termes de mobilisation de recettes afin de financer le reboisement en République démocratique du Congo. Seules les réalisations en disent plus. La cérémonie s'est clôturée par un cocktail dans une ambiance festive. Dans le même registre, maintenir l'équilibre climatique par la plantation des arbres est l'affaire de tous. C'est sous ce thème que le Fonds forestier national Antenne du Sud Kivu a célébré la journée de l'arbre avec ses partenaires techniques. Au nom du DG du FN, Honoré Mulumba Kalala, la chef d'antenne par intérim Nelly Bachobé a indiqué qu'au moins 8500 plantules seront plantées dans cette province pour lutter contre le changement climatique. Cette célébration a commencé par une marche de sensibilisation afin d'obtenir l'adhésion de toutes les couches sociales à s'impliquer activement dans la réalisation de l'ambitieux projet présidentiel initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Nul n'échappe aux conséquences des dommages causés à l'environnement par l'abattage incontrôlé des arbres et la destruction accélérée des forêts. La journée nationale de l'arbre visait donc à éveiller de plus en plus la conscience des citoyens sur la nécessité de préserver notre environnement. Ce lancement du reboisement s'inscrit donc dans une pédagogie d'éducation. Grâce à l'arbre, nous avons la pluie et l'arbre nous aide à lutter contre les effets du changement climatique. Alors nous devons tous nous mettre ensemble, nous devons tous lutter pour que les arbres soient plantés massivement dans notre province du Sud. Ces élèves sont les piliers de notre avenir. C'est eux vraiment qui vont nous aider à pérenniser ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, ils ont vraiment le devoir de nous accompagner dans ces programmes de jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Et c'est ça le grand message que nous voudrions partager avec eux, c'est de vraiment nous tenir la main et d'avancer ensemble avec nous pour que ce programme puisse réussir.
La chef d'antenne par intérim du FFN, Nelly Bachombe, reste plus que déterminée à matérialiser la vision du chef de l'État conformément aux orientations données par son directeur général, Honoré Moulumba Kalala. Le ministre de l'Environnement est revenu sur l'objectif de la cérémonie du jour. Ensuite est venu le moment attendu, celui de la mise en terre des plantures à l'EDA PSP, maintenu pour faire passer le message aux élèves qui sont les ambassadeurs de protection de l'environnement. Et en marge du prochain meeting populaire de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, parti cher à Marie-Josée Ifoku, son représentant principal en Afrique du Sud, Bonheur Villa, a appelé les militants à une grande mobilisation pour écouter le message de leur leader. Ce sera pour ce 11 décembre dans les quartiers populaires de Limete, Kingabwa. L'ancienne candidate présidente de la République tiendra un grand meeting pour expliquer son concept de la congolisation et la vision du ballet. Tous les états-majors se mobilisent pour sa réussite, tel que le représentant principal de l'ANC en Afrique du Sud. Je viens par la suite vous inviter à prendre part à un meeting populaire que nous organisons. Nous, c'est l'AENC, l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, parti cher à notre présidente nationale connue sous le nom de Marie-Josée Ifoku. Nous, dans l'AENC, nous prenons la combolisation. La combolisation, nous faisons allusion au ballet. Dans le ballet, nous avons plusieurs tiges. Et ces tiges, c'est vous et moi. Ensemble, toute personne animée de bonne volonté pour l'épanouissement de notre pays, retrouvons-nous le 11 décembre au point chaud, Limete Kingabwa, pour que nous puissions écouter le message que notre présidente nationale a à nous dire. Et je vous garantis, ce serait peut-être une première, mais vous ne serez pas déçus. Venez nombreux, nous ferons la fête ensemble. L'Alliance des élites pour un nouveau Congo, comme sa dénomination l'indique, veut changer la donne et remettre le pays à sa place. Au-delà d'un simple meeting, ce sera un moment de remise en question sur ce qu'il faudrait faire pour le développement du pays. Et puis la société Ligne Maritime Congolaise a fêté le samedi dernier ses 47 ans d'existence, une célébration placée sous le signe d'un nouveau départ. Partis de la direction générale sous une pluie diluvienne, les agents et cadres des lignes maritimes congolaises ont sillonné quelques avenues de la capitale avant de chuter au centre culturel du collège Boboto où ils devaient festoyer à l'occasion des 47 ans d'existence de l'armement national. Cette manifestation revêtait un caractère rétrospectif sur le parcours onduleux, parsemé des difficultés, des défis et d'embûches de géants et de mer. LMC, prenant la parole, au nom des agents LMC, Madame Lidinda Kachami, directrice des ressources humaines, a brossé des grandes étapes qui ont marqué les lignes maritimes congolaises. En ce jour, nous voulons spécialement remercier la direction générale qui nous a amené un vent nouveau. On a chanté ici. S'il était à côté, j'allais lui demander de chanter LMC. Oyo Bofingani, LMC. Oyo Bolobaki, LMC Oyo Bokolula Yango. Pour sa part, le directeur général de LMC, Cédric Chizainga Kapumba, est revenu sur l'état de santé actuel de cette entreprise du portefeuille, bras séculier du commerce extérieur congolais, 47 ans après. 47 ans après, l'état de santé de l'armement national est pas mal. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui a connu ses beaux jours, mais après un certain moment, elle est en train de tomber. En marge des célébrations des 47 ans des lignes maritimes congolaises, quelques clients ont reçu des brevets de fidélité et la cérémonie va se clôturer dans une ambiance bon enfant. Accès à l'avortement sécurisé en République démocratique du Congo avec l'appui de l'ONG internationale IPAS. Le ministre de la Santé publique organise depuis ce lundi un atelier d'adoption des outils de formation, prestation et de gestion en soins complets d'avortement centrés sur la femme. L'objectif est de réduire sensiblement la mortalité maternelle. C'est un reportage signé Crispin Chibinkoufoua. Chaque jour qui passe, la République démocratique du Congo enregistre 3 décès maternels. Les avortements non sécurisés représentent l'une des principales causes de ces décès. Ces avortements se réalisent dans des conditions d'hygiène précaires et concernent surtout les adolescentes qui y contribuent à la hauteur de 30%, selon les estimations des études menées par l'École de santé publique. À Kinshasa, 43% des grossesses non désirées se terminent par un avortement, avec une moyenne de 146 000 avortements par an, soit près de 400 par jour. Et pourtant, le pays a adhéré au protocole de Maputo,
documents juridiques pour l'accès à l'avortement sécurisé en cas de viol, inceste ou lorsque la grossesse présente un danger pour la femme. Avec l'appui de l'organisation internationale AIPAS, le ministère de la Santé publique, par le biais de son programme national de santé et de la reproduction, a mis en place des normes directives pour les soins complets d'avortement centrés sur la femme. Pour les représentants de son secrétaire général qui a ouvert cet atelier d'adoption des outils de formation, prestations et de gestion, ceci constitue la passerelle pour la mise en œuvre effective de ces soins. Nous devons former les prestataires pour que ces prestataires puissent savoir comment aborder ces problèmes de santé publique de façon professionnelle et sécurisée, conformément à la loi. Ces travaux dureront 3 jours, soit du 6 au 8 décembre en cours à l'Hôtel Royal à Kinshasa. Open Society Initiative for Southern Africa, OSISA en sigle, a ouvert ce lundi un atelier d'échange multi-acteurs sur la lutte contre les flux financiers illicites, les blanchiments d'argent et le rôle du système financier. L'objectif est de faire un état des lieux, des mécanismes et des organes des luttes. Pendant 3 jours, des représentants de la BCC, des banques commerciales, du gouvernement, de la CNRF, de l'Observatoire des codes d'éthique professionnelle, des institutions supérieures, des contrôles des finances publiques, de l'APLC, de l'APNAC, des partenaires techniques et financiers, ainsi que la société civile, vont faire un état des lieux de mécanismes et organes de lutte contre le flux financier illicite, ainsi que le blanchiment d'argent, cogiter sur les stratégies politiques et initiatives nécessaires pour renforcer les systèmes existants et appuyer la collaboration entre acteurs. Il y a de façon sous-jacente de la corruption finalement qui est un frein, un ennemi à la démocratie et qui ne permet pas aux institutions de fonctionner correctement et de servir le peuple. Donc finalement, c'est un secteur sur lequel il est important de regarder avec beaucoup d'attention et en étant suffisamment attentif, c'est également une source de revenus majeure pour l'État. Et un rappel aussi qu'il faut soutenir ceux et celles qui travaillent pour la lutte contre ces flux financiers illicites, la lutte contre la corruption et la lutte contre le blanchiment des capitaux. Pélagie Ebaka, directeur des cabinets du ministre de la Justice, a dans son mot d'ouverture encouragé les participants à cet atelier, aussi les organisateurs. Et j'en profite vraiment pour louer l'initiative d'OSISA, qui, comme nous le savons, évolue, s'intéresse à ce domaine depuis plusieurs années. Et aussi ça, dont les travaux ont toujours été appréciés, les publications, les rapports. Donc vraiment, bravo pour cette initiative. De temps forts ont marqué l'ouverture de cet atelier. Il s'agit de l'intervention du secrétaire exécutif de la CNRF, Adler Kissoula, et du numéro 1 de l'Agence des préventions et des luttes contre la corruption, APLC Thierry Mboulamokyo. Ces derniers ont sensibilisé sur les conséquences et les méfaits des blanchiments des capitaux dans les secteurs miniers. Ce journal est terminé, on passe au rappel de titres. La Cour de cassation a accordé la liberté provisoire à Vital Kamerhe ce lundi 6 décembre. Le président de l'UNC a été condamné le 20 juin 2020 à 20 ans de prison par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour détournement des deniers publics dans l'affaire 100 jours. Et puis, enquête Congo Hold Up, le bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais dénonce une manœuvre des Occidentaux pour récupérer le monopole des minerais en RDC. Le bureau de coordination demande à la population de ne pas faire confiance à ces enquêtes qui visent à saper les efforts de consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu sur télé50.cd et sur la bande défilante. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Message de félicitations à Monsieur Kabwa Kaluka Henri Maurice à l'occasion de votre nomination par le président de la République, chef de l'État, au poste de directeur général adjoint en charge de la technique à la Direction générale des impôts. Monsieur le directeur général adjoint, ayant appris
par la voie des ondes votre nomination au poste de directeur général adjoint de la Direction générale des impôts, j'ai le réel plaisir de vous présenter, au nom de la grande communauté Boulouba Ibukata et au mien propre, mes vives et chaleureuses félicitations en cette période cruciale de l'histoire de notre pays qui a besoin des recettes pour son développement. Puisse l'Éternel, notre Dieu, couronne votre mandat de réussite et d'accomplir l'accomplissement de votre lourde mission confiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que nous remercions pour la confiance placée en vous. Dans l'espoir de renouveler mes vœux de vive voix dans le futur proche, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Général Adjoint, mes salutations fraternelles. Faites à Lubumbashi le 4 décembre 2021 pour la communauté Boulouba Ibukata, honorable Banga Mukose Dieudonné, président national. Message de félicitations à Monsieur Tambwengoy à l'occasion de votre nomination par le président de la République, chef de l'État, aux fonctions de directeur général de la GECAMIN. Monsieur le directeur général, ayant appris par la voie des ondes votre nomination au poste de directeur général de la GECAMIN, je souhaite au nom de la communauté Boulouba Ibukata et au mien propre par le présent message, vous féliciter pour cette grande réussite. Votre implication et votre expérience professionnelle ont été récompensées et vous méritez amplement cette nouvelle distinction. À cet effet, je remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a placé sa confiance en vous et en votre esprit managérial pour le redressement de ce géant minier congolais. Puisse l'Éternel, notre Dieu, couronner votre mandat de réussite. Dans l'espoir de renouveler mes vœux de vive voix dans le futur proche, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Général, mes salutations fraternelles faites à Lubumbashi le 4 décembre 2021 pour la communauté Boulouba Ibukata, honorable Banga Mukose Dieudonné, président.